pour toi, vu qu'on parle de direction créative, Okay. c'est quoi une direction créative selon toi? Ce que je veux dire, c'est que tout projet a une vision. Ça veut dire que ce projet, si tu as une vision, ça veut dire que j'ai pensé à faire un podcast. Mais maintenant, la représentation imagée de ta vision, c'est ce qu'on appelle la direction créative. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Le Gospel a des questions. Ici nous parlons de musique, nous parlons de business et pour cela nous avons une vision assez claire qui est celle d'imparter, d'éduquer et de sensibiliser. Pour cela nous allons à la rencontre de ces acteurs qui participent au quotidien à développer le milieu gospel camerounais. Aujourd'hui je suis allé à la rencontre d'un jeune Camerounais talentueux, créatif qui, avec son esprit créatif, essaye d'apporter un plus dans le milieu gospel, à savoir Junior. Bonjour Junior. Bonjour Maël. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ok, avant que je me présente, je voudrais aussi félicitations. Merci. Moi, je suis très content. Le 7 est... Tu vois, ça veut dire que j'ai vu le petit Maël qui grandit chaque jour. Et merci. Ton podcast comme ça, je trouve ça magnifiquement. Que Dieu bénisse et qu'il te fasse grandir davantage. Merci, amen. Ok, moi, quand on me demande de me présenter, parce que j'ai tellement de casquettes. Oui, présente toutes les casquettes. Ok, bon, ce que je veux dire, c'est que je m'appelle Junior Mbok. Je suis un créatif multipotentiel. Ça veut dire que je fais beaucoup de choses dans la communication. Disons juste ça, que j'ai une jeune agence de communication qui s'appelle Avenue 26, au travers de laquelle je développe plusieurs projets créatifs dans la communication. Donc, communication 360, ça veut dire autant physique que digital. Voilà. Donc, on travaille beaucoup sur la création de contenus originaux et sur la création d'expériences. Je peux dire ça. Voilà. À côté, je suis aussi consultant pour d'autres marques, mais voilà. En gros, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'en termes de marque, quand même, j'ai vu que tu as accompagné beaucoup de projets. Oui, beaucoup de projets. Mais quel est ton lien avec la créativité? D'où est-ce que ça part? Je te promets, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas comment te répondre. Je dirais que c'est Dieu. C'est-à-dire que j'imagine que quand Dieu m'a créé, il m'a créé comme ça, tu vois. Mais je pense que jeune, j'ai très vite découvert que, voilà, moi, j'étais passionné par des trucs différents des autres personnes. Ça veut dire, on peut être placé comme ça. Toi, tu vois le pot là en plante. Quand moi, je regarde ça, j'imagine un podium. Ça veut dire, quand toi, tu me parles, OK, il y a mon anniversaire que je veux faire. Moi, je te dis, je pense que tu devrais faire les billets d'invitation comme ça. Ça veut dire que j'ai juste trouvé très vite que, voilà, j'aimais les trucs qui sont particulières. Mais je pense que le clic vraiment était... Je pense qu'il y a eu 2 clics. J'ai découvert une série qui s'appelait Mad Men. C'est une série de publicitaire. Je pense que c'est ma série préférée. À l'époque, c'est à l'époque du câble, là. Ça passait sur une chaîne, là. J'aimais trop regarder ça. Et quand je voyais les gars, là, je m'identifiais déjà à eux. Je peux dire ça comme ça. C'est le premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est que je pense que quand je veux donner ma vie à Jésus, j'ai commencé à servir à l'église. Je trouvais des frustrations sur comment cette personne faisait les visuels, comment cette personne faisait les trucs. J'étais en train de dire, non, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Et mon leader, à l'époque, m'a dit, on est fatigué que tu nous dises que tu dois pas faire ça. Toi-même, viens faire. Et en faisant, je pense que j'ai vraiment découvert que, tu vois, quand la Bible dit déjà que c'est en servant que c'est ton découvert l'appel. C'est vraiment en servant que je me suis rendu compte que, apparemment, le truc, je suis vraiment doué pour ça. Donc, je peux dire que c'est vraiment ces déclics-là, quand j'ai découvert Mad Men. Bon, j'avais un camarade de classe aussi. Voilà. Sa tante était directrice marketing à Brasserie du Cameroun. Donc, à chaque fois qu'on se voyait après les vacances, il me racontait ce qu'elle avait fait. Et j'étais toujours époustouflé du genre, waouh, voici comment ils ont lancé tellement, voici comment... Donc, je sentais que j'avais je savais qu'on appelait ça créativité avant. Je savais juste que, voilà, j'aimais bien tout ce qui tournait autour de la communication. Ok. Et jusqu'à présent, vu que tu as travaillé sur beaucoup de projets, quel est le projet qui te représente le plus, sur lequel tu as travaillé? Wow, ça c'est compliqué. Le projet qui me représente le plus, en fait, il y en a beaucoup. Comme j'ai beaucoup de casquettes, j'ai vraiment beaucoup de casquettes. Mais je peux dire que c'est peut-être ceux dans la musique. Parce que la musique a un côté qui réunit tous les autres corps de métier. Ça veut dire que, voilà, quand je travaille pour des marques qui sont cosmétiques, quoi que ce soit, on se limite à un certain niveau. Mais avec la musique, des fois, tu as le côté 360. Ça veut dire que tu peux vraiment prendre un projet qui est petit et que tu fais de A à Z. Et c'est peut-être pas le projet le plus grand sur lequel j'ai travaillé, mais je peux te dire que un des projets que je suis fier, c'était ce que j'avais fait avec Bénédiction. Je pense que
je suis allé du studio enregistrer un album avec elle jusqu'à faire un concert de cet album-là. Oui. Ça veut dire, on est vraiment allé du studio, on était dans le studio ensemble, on a choisi les singles, on a fait les clips nous-mêmes, on a fait la promo, on a fait les concerts, etc. Et c'était en do it yourself, ça veut dire qu'on n'avait pas des budgets qui étaient élevés, donc on était obligé d'être multicasquette. Et dans ça, je pense que tous mes dons se sont manifestés. Ça veut dire, autant en studio, je peux avoir une oreille en me disant que non, le beat c'est bon, autant en studio photo, vous pouvez dire que non, représente ça comme ça, autant en vidéo, autant en organisant une activation physique, autant en faisant la promo. Je peux dire que le 360 était vraiment manifesté là-bas. C'est quoi que c'est très rare que je travaille sur un projet. Là-bas, les projets, c'est déjà, ok, peut-être si c'est donc c'est le DNA, ce sera juste la partie promo. Quelqu'un va faire autre chose. Si c'est genre un projet pour Bol, je veux faire ça. Si c'est un projet genre pour... Je veux faire des parties, mais là-bas, je pense que j'avais 360. Ça veut dire que du début à la fin, on avait tout géré. Donc je pense que ça me représente vraiment beaucoup. Oui, je pense que c'est même sur ce projet-là que j'ai fait ta connaissance. Oui, je pense parce que je voyais avec sur ce projet-là, il y avait une touche assez nouvelle. Moi, quelqu'un qui suis passionné... tout ce qui était colorimétrie dans les clips et tout. Voilà. Mais pour toi, vu qu'on parle de direction créative, okay. C'est quoi une direction créative selon toi? Ok. Ce que je veux dire, c'est que tout projet a une vision. Ça veut dire que ce projet, si tu as une vision, ça veut dire que ok, j'ai pensé à faire un podcast. Mais maintenant, la représentation imagée de ta vision, c'est ce qu'on appelle la direction créative. Ça veut dire, Maël, c'est que, ok, j'ai un podcast que je veux faire, mais dans sa tête, il se dit peut-être mon podcast sera un truc cosy. Ça sera quelque chose de chaud, ça sera quelque chose peut-être de froid, ça sera quelque chose comme ça. Donc la direction créative, c'est vraiment genre cet art-là de pouvoir représenter de manière imagée la vision d'une personne ou d'un projet. Voilà, c'est vraiment, si je peux dire ça en mes thèmes, c'est vraiment ça. C'est pas ce qui est dans le dictionnaire, mais c'est ce que moi je dis. Ok, mais à quel moment intervient la création, la direction créative dans un projet musical? Je pense que c'est dès le début. Ok. Ça veut dire... avant d'aller en studio? Ou bien avant d'écrire? Pendant le studio. Ok. Je veux dire pourquoi. Je suis un artiste, par exemple. Je me dis, ok, Dieu m'a mis à cœur de faire un projet Bikutsi. J'ai déjà un projet Bikutsi que je suis en train de penser faire. Ça veut dire que si j'ai dans mon équipe une team créative, elle commence à penser, ça veut dire que Bikutsi là a des codes. Et les codes, on doit les imager. Ça veut dire que, ok, quand je pense que Bikutsi veut dire quoi, je vais aller fouiller, je vais aller trouver. Moi, mon travail à ce moment sera d'imager ce que la vision que la personne a. Elle va aller en studio, elle va penser une chanson comme ça. Quand elle est en train de penser à la chanson, il faut que moi, j'ai la capacité de raconter l'histoire qu'elle essaie de raconter de manière imagée. Okay. Tu vois? Et pour ça, ça ne peut pas arriver juste... Ça peut arriver que ça arrive à la fin, parce que ce n'est pas une science exacte en disant que tu dois seulement faire comme ça, mais c'est soit mieux d'intégrer la direction créative pas au fond d'un projet, pas à la fin d'un projet, mais vraiment pendant la genèse. Okay. Ça permet qu'ensemble, on puisse vraiment penser, genre, ok, on peut, comme il dit, tu peux avoir ton mot à dire en disant que, ok, je pense que ça. C'est pour ça que certains artistes, en studio, vous allez voir, quand ils sont enregistrés, ils ont ce qu'on appelle des mood boards qui sont placés. Ça veut dire qu'ils se disent que, ok, j'ai un mood board, des photos de la représentation de ce que je suis en train de faire. Donc, je pourrais dire de manière simple, à la genèse du projet, c'est l'idéal. Maintenant, après, si ça arrive, après, c'est pas une fatalité, mais c'est mieux à la genèse d'un projet. Ok, mais est-ce que si on réussit à faire un projet, est-ce qu'il est possible de faire un projet musical sans direction créative? Genre, on va au studio, on filme le studio. Est-ce qu'il est possible de façon pratique de faire un projet musical sans direction créative? Bon, tout est possible, c'est comme je te dis déjà, tout est possible, mais est-ce que ça sera la chose ce qui va sortir de là ne sera pas forcément l'excellence même? Parce que si tu n'as pas une direction, on dit que le peuple périt. Parce qu'il n'a pas de direction. Ça veut dire que si tu n'as pas une direction, ça veut dire que même en studio, tu vas te dire, ok, j'entends que c'est le mbolé qui est bien, je veux faire ça. J'entends que c'est ça qui est bien, mais tu n'as pas une direction. Pourtant, quand tu sais où tu vas aller, c'est plus facile que les gens t'accompagnent. Ça veut dire que soit l'ingénieur son, le beatmaker, le manager, la team, etc. Ils savent que Dieu a dans notre artiste une vision de faire, par exemple, le Bikutsi Mbolé. Donc, à notre niveau, vraiment, c'est là où on est en train de partir. On doit utiliser des codes qui vont représenter ça. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce que tout est possible à celui qui croit, mais l'idéal serait vraiment d'avoir une direction. Et je pense que les gens ont des directions. C'est juste qu'ils ne savent pas que c'est ça la direction créative. Voilà. Mais des gens, ils ont des directions, juste qu'ils ne savent pas que c'est ça qu'on appelle direction créative. Ok, mais maintenant,
de façon personnelle, lorsque tu travailles sur un projet musical, comment est-ce que tu peaufines? Est-ce que tu vas sur la base de ce que la personne te dit, à savoir l'artiste, ou bien c'est toi qui penses la direction créative de A à Z? Ok, moi j'ai un motto, en anglais, j'ai vraiment une façon de penser que moi je pense pas que quand tu viens dans un projet, tu dois dicter aux gens ce que toi tu penses. Sinon après, ce n'est plus le projet de la personne, c'est le tien. C'est le tien, ok. C'est pour ça que moi je privilégie beaucoup des conversations. Ça veut dire, avant que je travaille, que ce soit un client, que ce soit, quand je dis un client, ça veut dire que je parle d'une marque, que ce soit même un artiste, j'aime avoir de longues discussions avec des personnes. Ça veut dire que ceux qui me connaissent vraiment vont savoir que je te dis, laissons d'abord le projet, discutons. Parce que c'est en discutant avec la personne qu'il y aura un déclic. Ça veut dire, tu vas rester en parlant, tu vas peut-être me dire une phrase du genre, quand on était petit, papa aimait écouter Ronze. Tu vois, papa aimait écouter Ronze. Et du coup, en me disant ça, moi, tu ne sais pas ce que tu m'as dit. Moi, ça commence mon cerveau commence à tourner. Elle a dit que papa aimait écouter Ronze. Ça veut dire que techniquement, peut-être son amour de ça vient de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les codes de Ronze dans ce que la personne est en train de faire. Donc, c'est en discutant avec les gens et en priant. Ça veut dire que je fais le lien entre la discussion et peut-être des choses que dans ma propre culture générale, j'aurais emmagasiné. Et je fais dans le lien en disant, ok, tu m'as dit ça, est-ce que ça et ça peuvent matcher? Mais à la fin de la journée, si ce n'est pas mon projet, il faut écouter la personne et donner ce qui va avec, parce que c'est son histoire qu'elle raconte. Je dis toujours aux gens que tu dois être capable de défendre quelque chose, même quand je ne serai pas là. Or, si c'est moi qui t'ai donné des trucs, tu vomis juste. Après, ce n'est plus toi. Et quand ce n'est plus toi, ce n'est plus authentique. Et quelque chose qui n'est pas authentique, il y aura un problème de connexion émotionnelle avec les personnes. Donc, mais est-ce qu'il t'est arrivé, après avoir échangé avec la personne, après avoir pensé la direction créative et après avoir soumis à la personne, que la personne soit réticente ou que la personne n'épouse pas du tout la création créative? Ça arrive, et je pense que souvent ça doit m'arriver pour moi comme les signes du genre, je dois peut-être fuir. Pas fuir, mais ça peut faire deux choses. Soit ça va me challenger à aller pousser davantage, parce qu'après je ne suis pas Dieu. Ça veut dire que je ne vais pas avoir une idée, je te soumets et la personne n'est pas trop de dire j'ignore, je ne sens pas. Tu vois, ça peut me pousser à aller pousser davantage, pouvoir trouver ce qui va plaire à la personne. Soit après, ça te frustre en mode genre, la personne ne sait pas ce qu'elle veut, la personne a des goûts qui sont juste contraires à moi, ma direction. C'est-à-dire que peut-être je ne suis pas la bonne personne pour elle, peut-être parce que mon style artistique ne va pas peut-être matcher avec elle. Ça arrive aussi. Donc, soit ça me challenge, soit voilà, ça ne va pas juste donner et ce n'est pas grave. Ok. Donc ça veut dire que lorsque la personne réagit de façon négative, soit ça te challenge, soit ça te pousse à aller chercher. Oui, soit ça me challenge à chercher davantage, soit ça peut me frustrer et peut-être dire juste que bon, c'est peut-être mieux que... Je peux ne pas être la bonne personne parce qu'on ne peut pas forcer le fer à devenir le plastique. Mais est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu as refusé de collaborer, peut-être parce que ça ne cadrait pas avec ta façon de voir les choses? Beaucoup. Ça veut dire que moi, particulièrement, je suis de ceux qui pensent que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre n'avaient pas le même mandat. Ça veut dire que moi, je sais clairement pour le genre de projet que Dieu m'a envoyé. Oui. Donc, comme je connais, ça veut dire que j'ai la facilité à écouter une personne parce qu'après, il faut être poli. Et se dire que ici, ça ne va pas matcher. Et des fois, il ne va pas mentir parce que des fois, tu veux forcer en te disant que, là, je parle principalement du business, parce que le business, des fois, on ne dit pas seulement non. Tu vas essayer de forcer, mais à la fin, ça va se ressentir. La manière avec laquelle je veux me donner, ou bien les résultats qui vont sortir, des fois, c'est genre, j'ai justement forcé, mais ce n'était pas moi. Donc, ça peut arriver que, voilà, ça ne matche pas. Et quand ça ne matche pas, soit j'insiste, et des fois, je me casse la bouche, soit je n'insiste pas et dis que non, la personne, je ne suis pas la bonne personne. Soit je peux te recommander en disant que je pense que cette personne serait mieux pour toi. Quoique, souvent les gens ne prennent pas ça bien. C'est un mot déjà, qu'est-ce que tu veux dire, etc. Mais moi, je pense que des fois, c'est bien d'être authentique avec soi-même et se dire que je suis vrai que mon ADN et le tien, ça ne va pas matcher. D'accord. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé à collaborer dans la direction créative, à collaborer avec des directeurs artistiques, des graphistes? Bref, est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes ou des expériences que tu as déjà eu à vivre? Je pense qu'au quotidien, je pense que je travaille beaucoup de créatifs différents. Il m'arrive des fois, c'est un projet, par exemple, je dis n'importe quoi, si je trouve que sur ce projet, si par exemple, tu as déjà une équipe, en fait, je ne suis pas là des créatifs qui aiment t'imposer en disant non, change,
Parce que je crois vraiment au pouvoir de la collaboration. Oui. Venir ici aujourd'hui m'a appris beaucoup de choses sur la lumière, sur le son, sur le etc. Donc, moi, j'aime des fois me frotter avec d'autres personnes et dire, OK, là, il découvre l'équipe de Maël, peut-être il est un graphiste, peut-être là, etc. Je veux lui donner une direction et je veux permettre qu'il continue de travailler. Donc, ça m'est arrivé. Bon, c'est vrai que là, il n'y a pas de nom au pif, mais je pense qu'au quotidien, hein, ça veut dire que ce soit en agence, je travaille toujours avec mon équipe même. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, que ce soit, voilà, pour, je par exemple, Paul, c'est pas mes graphistes, pour plein de projets, c'est pas tous mes graphistes avec lesquels je travaille. Donc, moi, je suis souvent ouvert à la collaboration. Là où ça ne donne pas souvent, c'est quand peut-être tu tombes sur un projet où tu sens qu'il y a des personnes qui ont pas des susceptibilités, mais des insécurités. Ça veut dire, c'est déjà, si le gars s'il vient ici, ça veut dire qu'on va peut-être m'enlever un X, un Y. Pourtant, moi je pense vraiment pas que quelqu'un peut prendre ta chose. Tu vois, je pense vraiment que chacun de nous a des talents qui sont différents et que Dieu peut rassembler. Donc, les collaborations, tant qu'elles sont saines, elles sont encouragées. Ok, tout à l'heure, en début de présentation, tu parlais de ton agence Avenue 26. Okay. D'où est venu le nom? Pourquoi Avenue 26? Ça a commencé quand? Oui. Ok, je pense que ça a commencé peut-être 6-7 ans par là. Je pense que quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je travaillais quelque part où vraiment je m'ennuyais tous les jours. Et une fois, il y a une amie, je pense qu'elle avait une agence de voyage. Et elle m'a demandé si je pouvais encore. Elle m'a invité en fait à l'inauguration. Elle m'a invité à l'inauguration. J'ai commencé à donner des idées d'inauguration. J'ai commencé tellement de les idées d'inauguration qu'elle m'a dit, tu sais quoi, arrête de me donner les idées, viens faire ça pour moi. Du coup, j'ai dit ok. Donc, en m'occupant de sa communication, de bouche à oreille, j'ai commencé à être recommandé. Et à un moment, je me rappelle une fois, j'ai commencé vraiment à bien travailler. Ça veut dire que j'ai commencé à bien travailler. Beaucoup de personnes sont de ma chance et pas ma chance, ils m'ont ouvert des portes. Et une fois j'étais assis tout seul à l'église, il y a un ami qui est passé me trouver. Il me dit toi tu ne vois pas que ce que tu fais là c'est un peu sérieux, laisse un peu de faire ce que tu fais là, donne un peu un nom à la chose que tu fais sinon, et tu fais un peu ça bien. Il dit que non, moi je fais ça en attendant de trouver un vrai travail. Je dis qu'un vrai travail, c'est déjà un travail. Donc du coup je suis resté et je me suis rappelé dans la Bible, la Bible parle de Goshen. C'est-à-dire cet endroit où voilà, il y avait la famine partout, mais Joseph avait réussi à créer un écosystème où les gens pouvaient venir manger. Ça veut dire que c'était à Goshen, où il y avait le lieu de la lumière. Mais je savais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà des business qui s'appellent Goshen. Et bon, je suis créatif, donc pour moi, c'est un peu cliché de dire que je vais appeler ça Goshen. Donc du coup, je me suis dit que, Goshen était où? S'il fallait taper Google Maps pour savoir où Goshen était, ça allait être où? Bon, c'est clair qu'on ne peut pas trouver on peut pas trouver la rue de Goshen sur la Bible. Donc du coup, comme c'était Exode 26, j'ai enlevé Exode et j'ai mis Avenue, en me disant que mon agence sera l'agence où toutes les personnes qui auront besoin de lumière dans leur business, ils vont venir me chercher. Donc en fait, ça vient de Exode 26. C'est ça, Exode 26 qui disait genre qu'il y avait cette route-là où quand les gens avaient faim, ils partaient se nourrir, etc. Il y avait le lieu de la lumière. C'était vraiment là où le nom Avenue 26 est venu. Je pense que beaucoup vont comprendre maintenant le nom de Avenue 26. C'est assez ingénieux et créatif. Mais est-ce que tu es tombé sur des projets? Je pense on voit chaque jour des projets qui sont créés. Mais est-ce que tu es tombé sur des projets pour lesquels tu as eu à refaire le branding? Le projet était déjà en cours. En cours, oui. Est-ce que tu es tombé sur ce type de situation et comment est-ce que tu as géré ça? Oui, moi, je suis déjà tombé sur des projets. Bon, je ne vais pas citer parce que après, si tu cites la personne qui a fait avant toi, tu l'as dit. Mais ça arrive des fois que tu arrives et tu te dis déjà, pour là où tu veux aller, il ne faut pas reconstruire il faut pas, on va pas juste mettre la peinture sur le mur, il faut casser le mur et le reconstruire. Pas forcément que le mur n'était pas bon, mais peut-être déjà, comme tu veux faire 4 niveaux, on est obligé de casser ça et faire un autre. Donc ça arrive des fois comme ça, où avant, les personnes avec qui tu travailles n'ont pas vraiment pour le temps de faire le diagnostic authentique de qui tu étais ou de quoi le projet était. Ce qui fait qu'après, voilà, il y a plein de projets comme ça où ça arrive. On a refait totalement la charte graphique, on a refait totalement genre la stratégie digitale, etc. En disant que peut-être avant, la personne faisait ça seule. Et maintenant, quand tu arrives, tu l'expliques en fait et tu corriges. Voilà. Donc, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ok, mais en termes de couleurs, est-ce que tu pourrais, comment poser cette question-là? Vu que tu es dans le domaine déjà depuis pratiquement 7 ans, est-ce qu'il y a une couleur qui pourrait définir ta façon de travailler? Ah, ok. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis très minimaliste. Ça veut dire que moi, j'ai un courant qui est très minimaliste. Ça veut dire que si j'ai
4 t-shirts, 3 sont blancs. Ok, donc la couleur blanche. Voilà. Bon, je ne dirais pas la couleur blanche, mais je dirais que les couleurs qui sont minimalistes. Ça veut dire que le blanc, le sable, c'est pour dire que ce sont vraiment les deux couleurs où je m'identifie vraiment beaucoup. Blanc et la couleur sable. Ça veut dire couleur sable qui est genre beige. Ce sont vraiment mes couleurs. Voilà. Mais pourquoi le choix de ces couleurs-là? Je pense que, comme je dis, ma particularité artistique, c'est vraiment le côté minimaliste. Ça veut dire que tout ce qui est simple et raffiné sont la plupart du temps les choses qui me définissent. Oui. Donc c'est juste le côté simple et raffiné. Ok. Si on parle de direction créative, forcément on parle de communauté. Ok. Pour toi, c'est quoi une communauté? Surtout dans un projet musical. Ok. Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui sont réunies ensemble autour d'un même centre d'intérêt. Ça veut dire qu'on parle du même centre d'intérêt. Ce qui nous amène ici, par exemple, c'est la musique. Effectivement. La musique peut-être gospel. C'est un centre d'intérêt. Donc, je pense qu'une communauté a aussi des codes. Oui. Ça veut dire qu'ils ont des choses qu'ils comprennent. Je prends un exemple. Tu vas prendre une certaine... Bon, je vais à Impact Centre Chrétien. Ça veut dire que si j'entre dans un véhicule ou dans un supermarché, j'entends quelqu'un qui dit « Bonjour, Excellence ». Directement, ça va te parler toi, ça va te parler moi. Genre, ça c'est nous. Oui. Donc, automatiquement, une communauté, comme une communauté a des codes, automatiquement, visuellement, la direction créative va permettre de pouvoir retransmettre visuellement les codes qui vont permettre que la communauté communique. Genre, entre elles, c'est peut-être ça comme ça, oui. Donc, ça veut dire qu'un projet, une direction créative ne peut pas exister sans communauté? Ou bien c'est possible? Non, bien sûr, il y a des trucs qui n'ont pas forcément besoin de communauté. Mais je veux dire par là qu'une communauté, quand elle va communiquer, ce serait bien d'avoir une direction créative aussi. Parce que pour que la communication clique, ça veut dire que les gens se rassemblent, qu'il y ait un lien émotif, il faut utiliser des codes qu'ils comprennent. Et les codes là, ça vient avec une direction créative. Je dis n'importe quoi. Je dis aux gens, genre, si tu par exemple, t'occupes de la communication d'une église comment je fais ça? Une église de combat spirituel. Oui. La manière dont on prend les photos est totalement différente de comment on prend les photos d'une église évangélique. Ça veut dire que les photos d'une église qui est combat spirituel montrent le fire. On montre genre vraiment comment délivrance, etc. Alors qu'une église évangélique, les codes sont différents. On montrera plutôt le côté amour. On montrera comment les gens s'aiment entre eux. Pas que les gens s'aiment à l'autre côté, mais c'est pas pour ça qu'on va là-bas. Donc c'est pour dire que la direction créative aide à bâtir la communauté. Parce que si moi, à ce moment, j'ai le besoin d'aider une église où c'est l'amour que je cherche, clairement, les photos là vont m'aider à comprendre que c'est ici que je dois aller, en fait. Ok. Et comment donc attirer une communauté autour d'un projet créatif? Ok. La première chose, c'est d'être authentique. Moi, je dis ça et je pense que c'est un des grands problèmes avec notre peut-être génération où on peut payer faute de connaissances. C'est être authentique. Tu sais, il y a des personnes spécifiques pour lesquelles Dieu t'a créé. Ça veut dire que je suis ici peut-être parce que ce que Dieu a mis en moi résonne chez toi. Mais il y a quelqu'un d'autre que ce que je fais, ça ne résonnerait pas du tout chez lui. Oui. Donc, si tu n'es pas authentique, tu ne pourras pas cliquer ça veut dire que les gens ne vont pas sentir qu'ils ont besoin de t'écouter. Ça veut dire que si je suis Paul, demain je suis Pierre, après je suis Mathieu, Silas, il y aura un problème. Ça veut dire que la première chose, c'est être authentique. Et une fois qu'on est authentique, ça veut dire quelles sont les particularités que j'ai. Dès que je détermine quelles sont les particularités que j'ai, je dois aussi connaître quelle est la cible. Même Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Ça veut dire que même Jésus connaissait pour qui il était venu. Une fois que j'ai trouvé cette personne-là, je dois, pas de manière satanique ou machiavélique, mais je dois être capable d'avoir une stratégie qui va me permettre de pouvoir cliquer avec la communauté. Là. Parce que là où on va, le monde, c'est un monde communautaire. Il y a les groupes. Donc, si toi tu négliges ça, il y aura un problème. Et je pense que si on parle de la musique gospel, c'est vraiment un des points maintenant. Ça vient du fait que les gens n'ont pas de communauté. Ça veut dire que la musique est singulière. Ça veut dire que ça ne parle pas à une niche spécifique. Or, où on va il faut avoir des niches. Voilà, il faut avoir des niches. Ça veut dire que tout artiste a une niche dont tout artiste ne peut pas s'adresser à tout le monde. Non, il ne peut pas. Même Jésus ne s'adresse pas à tout le monde. Déjà, tu n'es pas plus spirituel que Jésus. Tu vois. Ça veut dire clairement, il y a ce qu'on appelle, il y a une niche. Et maintenant, la niche peut grandir. Ça veut dire que Dieu peut m'appeler, me dire que, ok, moi, je suis vraiment la personne qui va parler. Tu vois, je vous donne peut-être un exemple. Tu vas voir Joseph Metogo, par exemple, que j'aime beaucoup. Il a vraiment trouvé un mot, les gens qui aiment beaucoup sa musique sont vraiment ce peuple-là, ces personnes qui veulent écouter la musique genre, en langue, la musique genre, traditionnelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème avec je sais pas, la musique pop, mais eux, ça résonne à leur âme. Ça veut dire que si il n'est pas en train de faire ce qu'il est en train de faire là maintenant, c'est un bon travail de bâtir cette communauté-là. Ça veut dire que les gens qui viendront parce qu'ils aiment ça,
ça va se voir. Les gens vont cliquer par rapport à ça. Mais s'il fait ça et qu'en même temps, lui aussi veut être Hillsongs, il y aura un problème. Oui. Chaque personne a sa particularité et on doit amplifier la particularité que Dieu nous a donnée. Mais comment donc faire pour découvrir sa niche en tant qu'artiste? Toi, en tant que directeur créatif, comment est-ce que tu pourrais accompagner un artiste dans la découverte de sa niche? Je pense que souvent, il y a des questionnaires qu'on fait remplir jamais. Il y a quelque chose qui ne manque pas. Il y a des battements de cœur que toi seul tu as. Ça veut dire que si moi j'entre dans la pièce, je suis sûr que je vais commencer à vouloir arranger les choses en disant que mais le pot de fleurs là plutôt ici. Toi peut-être tu as vu ça, tu as traversé. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi, ils ont un battement de cœur. Ça veut dire quand lui, mon cœur bat ici et quand l'apôtre Roland Dallot disait dans une de ses prédications, il disait derrière une frustration, des fois il y a une vocation ou un appel. Donc quand je me rends compte que moi j'aime parler de créativité, en parlant de ça de manière constante, je commence à attirer des gens qui sont intéressés par ça. Ils vont quitter de 2, 3, 4. Et c'est ça qui s'appelle une niche. Le problème, c'est que quand je me dis que moi, je n'ai que 4 personnes, alors que là-bas, ils sont 10 000, je vais vouloir switcher. Pourtant, c'est une erreur. En fait, effectivement, parce que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de persévérance. Et on n'est pas forcément sûr que ça va marcher. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle marcher. Parce que marcher, pour moi, c'est peut-être arriver à impacter 10 personnes, qui vont impacter 20 personnes, qui vont impacter 50. Peut-être pour l'autre personne, c'est 10 000. Oui. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on aura un problème. Ça veut dire que moi, si j'arrive voilà, ça veut dire qu'il y a... Dieu, je ne veux pas me méprendre. Dieu aime le nombre, parce que la Bible dit qu'un peuple nombreux, c'est la gloire d'un roi. Oui. Mais je pense qu'on a des spécificités. Ça veut dire que moi, les personnes que je dois toucher ne sont pas forcément les personnes que tu dois toucher, et etc. Mais un truc est sûr, si je parle même dans la musique séculière, on va voir, il y a des chanteurs qui ont décidé qu'ils ne chanteront pas en anglais. Ils chanteront peut-être qu'en espagnol. Oui. Mais ils arrivent à remplir des stades comme une autre personne. Bon, il y a plein de chansons que nous, on chante ici, on ne comprend pas. Mais les gens remplissent les stades. Ça veut dire déjà qu'à un moment, quand quelque chose est authentique et que ça capte avec les personnes, je suis sûr qu'il y aura le boom. Oui. Il y aura les fusions, si on peut dire comme ça. Ok. Si je ne me trompe, tu es fondateur du média Friday Music. Co-fondateur. Ok. Oui. Du média Friday Music. Comment est-ce qu'au travers de ce média, tu réussis à impliquer une communauté dans tes projets? Ok. Je pense qu'à la base, le média était venu sur des frustrations. C'est-à-dire, c'était le sens où je voyais que à l'époque du Covid, voilà, avec des artistes, on voulait faire sortir un nouveau single chaque semaine. Oui. Et je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas comment faire la promo de leur single. C'est-à-dire qu'une fois que le vendredi était passé, ils sortent le single. C'est fini, ils n'en parlent plus. Du coup, j'étais frustré en mode, mais pourquoi ils font ça? Ils devraient. Après, j'ai compris que non, en fait, c'est pas de leur faute. Si quelqu'un ne sait pas nager, tu vas pas le jeter dans l'eau et attendre à ce qu'il sache nager. Donc, la chose à faire, c'est de donner les cours de natation pour que prochainement, ils puissent mieux nager. Donc, sur cette base, on a commencé à créer un média vraiment qui avait cette particularité de partager des tips, enseigner sur comment on fait. Et c'est clairement là où la communauté s'est bâtie. Ça veut dire que nous, clairement, à Friday, l'ambition, ce n'est pas de devenir un média standard qui va rassembler 10 000 personnes. Ça veut dire qu'on veut se rassurer que les 2 000, les 3 000, les 1 000 qu'on a sont là parce qu'ils veulent apprendre quelque chose ou enseigner parce qu'ils peuvent apprendre aussi et d'autres vont enseigner. Donc c'est clairement ça. Ça veut dire que le centre d'intérêt, les choses que nous partageons intéressent une certaine niche ils sont intéressés par ça et c'est pour ça que la plupart du temps ça a entraîné le côté, les gens vont t'appeler petit co, on aimerait que vous fassiez le consulting pour nous parce qu'on voit que vous savez de quoi vous parlez. Donc c'est vraiment une des comment on appelle ça. On s'est concentré sur un message et le message a résonné, c'est une communauté spécifique qu'on essaye de bâtir pour grandir avec elle. Mais comment vous réagissez donc face à ces personnes qui le prennent mal au travers de vos articles, au travers de vos prises de parole, qui peuvent se dire ou qui se disent que vous vous prenez la tête ou bien vous jouez les connaisseurs, les sabitou. Comment est-ce que vous prenez ça? Tu vois, au début, ça me dérangeait beaucoup. Parce que après, tu ne veux pas offenser, etc. Mais après, au moins, tu comprends que, Dieu m'a donné un message. L'objectif n'est pas de blesser qui que ce soit. L'objectif, c'est de bâtir. Et parfois, pour bâtir, il faut casser. Donc, je pense mais le faire avec amour. Donc, si quelqu'un se sent offensé, clairement, je pense que quand on va faire la relecture, on va lire, on va dire que notre objectif n'est jamais de blesser qui que ce soit. C'est juste de dire, on a vu ceci, mais on pense que c'était bien, mais on aurait pu faire comme ça. Donc je pense que
avec le temps, ça nous a pu faire quelque chose. Ça m'a dit, bon, on sait foncièrement qu'on n'est pas en train de blesser quelqu'un, on n'est pas en train de vouloir faire du mal, on est en train de vouloir dire, ok, nous on pense que voici, et voilà. Donc, si tu prends pas ça bien, bon, on va juste comprendre et on va dire que bon, on prie que Dieu te fasse comprendre prochainement que c'était pas à mal et c'était... Voilà. Surtout que bon, on a beaucoup de censure. On ne peut pas blesser. C'est vrai que vous avez disparu au moment. Ouais, on s'est dit que bon, peut-être c'était parce que beaucoup de personnes nous cherchaient. Ah non, c'était pas pour ça. Les gens n'ont pas compris. Après, okay. Vous êtes revenus, je pense, 1 an après. Après, oui, non, 2. Avec une nouvelle direction. Okay. C'est quoi la nouvelle direction de Fridays? Je vais d'abord répondre. On n'est pas parti parce que les gens nous ont fait fuir. Je pense que chacun d'entre nous doit grandir pour pouvoir mieux servir. Et je pense qu'à ce moment-là, on avait besoin nous-mêmes justement de grandir. Ça veut dire que ce soit spirituellement, que ce soit dans le caractère. Et vraiment, Dieu nous a pris un temps qu'on puisse y grandir. Et voilà, on n'a pas fini de grandir. On continue à grandir. Et on est juste revenu. On n'a pas changé de direction. Disons juste qu'on l'a un peu plus ouverte. Ça veut dire qu'on continue. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore montré qui arrivent. On continue vraiment à... Voilà, enseigner, partager, mais peut-être la particularité maintenant, c'est qu'on a compris que Dieu n'est pas le Dieu seulement du Cameroun et qu'on ne veut pas avoir un plafond de verre. Ça veut dire qu'on veut vraiment casser le petit plafond de verre qui veut nous coincer quelque part en se disant que nous, on est là pour la francophonie. Ça veut dire qu'on croit clairement que quelqu'un peut briller en Côte d'Ivoire et on en parle, quelqu'un peut briller au Cameroun et ça arrive de l'autre côté. Donc c'est vraiment le côté qu'on essaie d'ouvrir un peu plus en se disant qu'on n'est pas juste le média camerounais, mais on sera un des médias de la francophonie. Ok, dans le processus de direction créative, est-ce qu'il est important de créer seul ou de co-créer avec la communauté? Je pense que ça dépend du projet. Il y a des projets peut-être qu'il va falloir que vous soyez tout seul, peut-être parce qu'à cause de la confidentialité, à cause de l'essence du projet. Et peut-être certains, en fonction justement de la direction du projet, vont vous demander de travailler avec la communauté. Donc je pense que c'est au feeling et en fonction des enjeux aussi. Ok. Et pour un artiste qui veut penser direction créative, comment est-ce qu'il devrait faire son choix par rapport au créatif? Au créatif. Je pense qu'une des choses avec la direction créative, c'est vraiment d'avoir une bonne culture générale. Parce que les gens, ils pensent que les idées, ça vient seulement comme ça. Mais ça vient pas... Ou bien quand tu as un projet, c'est là maintenant que tu vas commencer à faire forcément des recherches. Non, mais je pense que c'est ton quotidien. Ça dit que c'est des conversations avec des personnes. Ce sont des choses que tu fais de manière intentionnelle. Je vais aller au cinéma, je vais regarder des documentaires, je veux rester sur Instagram. Soit moi, quand je suis sur le téléphone, les gens me regardent, ils disent « Ah, tu es tout le temps sur le téléphone ?» Je dis « Ils ne comprennent pas. Voilà, ils ne comprennent pas pourquoi. Des inspirations. Ça veut dire que ça peut être une conversation, je peux aller chez ma mère, je vois un truc, je filme, et un jour, quand je discute avec toi, tu dis un truc, je vais me rappeler d'une banque de données. Donc, je dirais qu'il faut avoir une culture générale, personnelle et de manière intentionnelle, vouloir en fait être inspiré. Je pense que ça va nous aider. Et maintenant aussi, dans le choix, comme ça, le choix des créatifs, il vaudrait mieux choisir des créatifs avec lesquels vous êtes aligné. Le caractère et le talent. Parce que c'est pas seulement le talent. Tu peux être le gars le plus talentueux du monde. Moi, on ne peut pas travailler avec toi à cause du mauvais caractère que tu peux avoir. Moi, c'est vraiment un choix que j'ai. C'est-à-dire, si on doit travailler ensemble, tu dois être talentueux, mais je dois te faire confiance. Ça veut dire que je dois marcher avec toi en me disant, je peux travailler avec la personne-ci. Mais si c'est déjà, tu es talentueux et que c'est difficile de travailler avec toi, autant mieux laisser. Ok, tu penses quoi des artistes qui peuvent avoir le million de followers, mais maintenant côté streaming, c'est pas l'équivalent. Normalement, ça devait se suivre. Oui, quelqu'un qui a 1 million de followers devrait avoir 1 million de streams. Même 700 000. Même 700 000, tu penses quoi? Je pense que c'est justement le boom de communauté. Oui. Ça veut dire que les gens, quand ils n'ont pas l'ADN qui match avec la musique, il y a un problème. Ça veut dire que quelqu'un peut aimer ta vie personnelle, il dit n'importe quoi, mais toi, tu chantes autre chose. Il y a un problème. Ça veut dire que si tu es sur les réseaux tout le temps en train de parler de famille, je m'attends à ce que peut-être ta musique soit quelque chose qui parle de famille, mais après toi, tu m'amènes sur autre chose, il y aura un déclic. Il y aura un problème. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis tout doit être aligné en fonction de l'ADN et du message que vous avez. Donc, il serait préférable est-ce qu'il serait préférable d'avoir 500 000 streams sans engagement ou 500 personnes ultra engagées? Je préfère 500 personnes ultra engagées parce que 500 personnes ultra engagées vont me permettre d'avoir les streams et ils vont m'envoyer les liens à leurs connaissances, etc. Et aussi, ils viendront à mon concert. C'est-à-dire qu'ils feront un concert demain, ils seront là. Alors que de l'autre côté, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ok. Et quel conseil donnerais-tu à un artiste qui veut construire sa vision et construire sa communauté?
La première chose, il faut être connecté à Dieu. Ça veut dire que si c'est lui qui vous a appelé, vous dit qu'il va de la provision et que c'est pour lui que vous faites. Le matin, quand je méditais sur Matthieu, on parlait de l'ânon et de Jésus qui montait sur l'ânon pour entrer dans une ville. Il faut se dire que c'est la raison pour laquelle je le fais, c'est pas pour devenir star. La raison pour laquelle je le fais, c'est pas pour devenir la grande chanteuse, le grand chanteur. C'est pour diffuser un message. Donc, je dois garder mon cœur et me détacher de ce qu'on appelle succès. Et de se dire que, est-ce qu'à la fin de la journée, le message est en train de passer? Est-ce que je fais mon mieux pour que le message passe? Est-ce que, etc. Sauf concentrer sur la mission, la vision, et pas sur ce que ça apporte. Dites-vous, Dena Moana, elle nous avait dit une phrase, une fois que je ne peux jamais oublier. Elle se considère comme un facteur qui livre des lettres. Considérez-vous comme des facteurs qui livrent des lettres. Et le facteur n'est pas là pour savoir est-ce que la lettre, si c'était bien, pas bien. Non, je livre la lettre et je garde mon cœur. Et la Bible dit que tu serviras l'Éternel et il te bénira. Ça veut dire que si tu le sais, que c'est lui qui sait et pas toi, forcément, le fruit sera là. Mais maintenant, le fruit, c'est lui qui le détermine, c'est pas toi. Voilà. Ok. Junior créatif. Quand on parle diamant des créatifs, on sait que ce sont des personnes qui sont toujours sans cesse en train de réfléchir à un nouveau projet. Quelle est la prochaine étape pour toi dans tes projets? Dans mes projets. Oui. Ok, la prochaine étape, c'est vraiment quelque chose de... je crois que j'ai accepté le fait que dans notre écosystème, au lieu de se plaindre, de se dire genre, pourquoi il n'y a pas, autant me former. Donc, moi, vraiment, la prochaine étape, c'est déjà, je veux quitter de produire des projets à plutôt produire des personnes. Ça veut dire que c'est une des choses qui me fait battre mon cœur maintenant. J'aimerais vraiment, dans le temps, dans la prochaine saison, vraiment m'investir pour pouvoir aider d'autres personnes à grandir. Donc, c'est vraiment ce que je compte faire. Parmi, il y a plein de choses, mais c'est vraiment, ça sera le corps de ce que je vais faire, vraiment m'investir pour pouvoir produire, aider d'autres personnes à grandir dans leur appel. Ok. Si on devait résumer ton approche créative en une seule phrase, ce serait quoi? Minimaliste. Ok. D'accord. Merci, Junior, Merci. pour ce moment. Pour moi aussi, je peux poser la question. Genre, vas-y. l'après-podcast ici, toi? L'après-podcast, je pense que beaucoup le découvriront, mais vraiment, le but, c'est que les personnes soient éduquées. C'est d'aller crescendo, que les personnes soient éduquées, sensibilisées. Et après, maintenant, échanger avec les acteurs même. Bon, pour ne pas dire que les autres ne sont pas acteurs. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais d'échanger beaucoup plus avec des artistes. Pour le moment, vraiment, c'est d'explorer toutes ces personnes qui travaillent autour de l'artiste. Parce que qui ne sont pas connus du grand public. C'est les héros de l'ombre. Voilà. Tout ça, donc c'est un peu ça le projet du podcast. Échanger pour que les personnes soient davantage éduquées. Parce que je pense et je crois faute de connaissances. Que beaucoup vraiment n'ont pas la connaissance de la musique. Ils se disent juste que la musique, c'est aller tenir un micro, chanter. Pourtant, autour, il y a de la créativité. Il y a beaucoup de... Il y a du son, il y a du management, il y a de tout ça. Donc, c'est un peu le but pour lequel on a mis sur pied ce podcast-là. En tout cas, je suis content. Comme je dis, tu es un alumni de Friday Music. Donc, te voir te déployer, investir autant, ça rend vraiment fier en se disant que, ok, tu aurais pu dire, bon, quand j'étais adolescent, je sais ça pour être adolescent, mais là, tu grandis, tu continues à investir sur ça. Moi, je crois que le jour, l'allumette va juste faire... On ne va pas reconnaître. On va se rappeler que nous, on connaissait Maël. Et dedans, on va continuer de pousser et que Dieu bénisse ce que tu fais pour les autres. Merci. Ok. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et nous vous donnons rendez-vous au prochain, tout en espérant que vous soyez des nôtres. Si cela vous a plu, laissez un commentaire, likez et rendez-vous au prochain épisode. Ciao.